J'ai nommé cette notion créolisation pour une simple raison, pas simple, une raison compliquée mais évidente, c'est que je définis une langue créole comme une langue qui se crée sur la base du rapport entre des éléments linguistiques d'origine absolument hétérogène, c'est-à-dire un lexique ou un vocabulaire et une grammaire, une syntaxe qui viennent pas du même endroit et qui par conséquent, en se mélangeant, produisent du nouveau. Alors, je définis ça, c'est le créole comme cela, parce que si vous avez un créole qui a une déformation de l'anglais, ou si vous avez un créole qui a une déformation du français, pour moi, c'est pas un créole. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pas un créole, parce qu'il n'y a pas cette symbiose d'éléments hétérogènes qui produit du nouveau. C'est ça? Donc, c'est à partir de cela que je dis qu'il y a processus de créolisation. Et le processus de créolisation est un processus ininterrompu à l'heure actuelle dans le monde. Mais qui n'est pas du tout le fait des sociétés créoles, seulement le fait des sociétés créoles des Antilles ou de l'océan Indien ou du Cap-Vert, etc. Il y a des processus de créolisation partout. Le métissage est passif. Le métissage, c'est une mécanique. Le métissage, c'est le mélange. Le mélange de deux gènes ou deux séries de gènes ou de deux séries de corps ou de deux séries de... bon. Mais la créolisation, c'est le métissage qui produit du nouveau. La créolisation, c'est le processus, le phénomène, disons le procédé, c'est ça. Et disons que la relation c'est la métapensée ou le métalangage du procédé. C'est ça? Je sais pas, je peux pas le dire autrement. La relation comprend la créolisation, n'est-ce pas? Et la relation peut perfectionner la créolisation, peut la faire avancer. L'idée de la relation peut faire avancer le processus de créolisation. Au fond, la relation, on pourrait dire, si on était idéaliste, que c'est la spiritualité de la créolisation. Ou alors, disons, en étant matérialiste, la relation, c'est le produit fini de la créolisation. La créolisation n'est pas une propriété des sociétés créoles ou une exclusivité des sociétés créoles, c'est une caractéristique du monde actuel, mais seulement, et on peut même dire qu'il y a toujours eu créolisation, mais on ne s'en apercevait pas, c'est ma thèse, parce que ça se passait sur des plages temporelles absolument infinies par rapport à la conscience qu'on en avait, qui au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle avait conscience d'une créolisation dans les pays créoles? Personne, puisque en principe c'était la séparation. Blanc d'un côté, noir de l'autre, ou chinois d'un côté, ou hindou d'un côté, etc. Mais on ne se rendait pas compte de la créolisation, parce que l'idéologie officielle, c'était la séparation. N'est-ce pas? Donc on ne pouvait pas se rendre compte de la créolisation.
Et maintenant, on s'en rend compte. Mais moi, je dis que ça se passe partout dans le monde, n'est-ce pas? Et que c'est pour cela que c'est un processus intéressant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les créolisations sont foudroyantes. Donc, et retentissent directement sur nous. Directement. Il me semble qu'avec les cultures composites, la question ne se pose plus de la propriété de la terre. La question ne se pose plus de la légitimité de l'origine d'une communauté, de préserver la pureté ou l'intégrité culturelle, etc. de la communauté. N'est-ce pas? Plus le monde avance dans sa relation, bon, on a toujours, bien sûr, des peuples qui en oppriment d'autres, des peuples qui en massacrent d'autres, mais on a de plus en plus la notion de peuples qui en contaminent d'autres. Et je pense que cette contamination par la culture, qui est positive, c'est le mouvement même et l'essentiel même de la situation des communautés actuellement dans le monde. Et il faut pousser là. Ça devient un devoir de considérer que mon identité en tant qu'identité n'est pas une identité close. Et que ce n'est pas une identité que j'essaierai d'imposer aux autres. Là, ça c'est la notion fondamentale. Il faut avoir la grandeur, je dis bien la grandeur, de considérer qu'on peut changer tout en restant soi-même. C'est ça? Ce qui était impossible dans le cadre des sociétés, des cultures ataviques. Ce que je dis, c'est que on peut changer aujourd'hui sans cesser d'être soi-même. C'est ça? Qu'il n'y a pas de crainte de déperdition aujourd'hui dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est toute la simplicité fondamentale à laquelle nous devrions pouvoir arriver, mais à laquelle nous n'arrivons pas parce que tout le monde recule, tout le monde dit « Ah non, si je change au contact de l'autre, ça veut dire que je suis perdu, je me suis perdu, je ne suis plus moi-même, etc., etc. » Et tout le monde recule, n'est-ce pas? Et je dis que tant que nous n'aurons pas fait ce saut de l'imaginaire et de l'humain, quelque chose qui ne marchera pas dans le monde, quelque chose ne marchera pas dans le monde, et qu'il faut faire ce saut-là. Dans nos pays, il faut absolument avoir l'idée de l'indépendance, n'est-ce pas? Parce que si on n'a pas l'idée de l'indépendance, on ne peut pas s'examiner soi-même. On ne peut pas se considérer soi-même. Mais l'idée de l'indépendance n'est pas l'idée de la puissance isolante etc., etc. Ça, je ne crois pas à ça. Et c'est pourquoi je ne crois pas tellement au statut. Avec le statut qu'on peut, on peut se débrouiller dans le monde, mais il faut avoir la puissance créatrice et la puissance de l'imaginaire. Ça, je crois, c'est la chose qu'on ne peut pas ne pas avoir. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les périphéries, au fond, qui sont les endroits faibles du point de vue de la puissance économique, politique, militaire, sociale, etc., sont de plus en plus des endroits forts
du point de vue de l'imaginaire, et du point de vue de la conception du monde, et du point de vue du vécu du monde, et du point de vue de l'emploi des langues, du point de vue de... Il y a beaucoup de... on commence... C'est comme l'Europe par rapport à l'Amérique du Sud, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis, à un moment, l'Amérique du Sud a eu un imaginaire, n'est-ce pas, un imaginaire du monde qui est devenu tellement fort et tellement puissant que finalement l'Europe a reculé dans la tentative de phagocyter tout ça. C'est l'émergence du Brésil, l'émergence ça s'est fait non pas à partir de puissances militaires ou coloniales, mais à partir d'une puissance de l'imaginaire qui s'est imposée finalement sur le plateau du monde. Et je pense que de plus en plus les périphéries vont s'affirmer, non pas avec des puissances économiques et militaires, mais avec une présence de l'imaginaire, une présence de la créativité qui va de plus en plus faire disparaître la distance entre ce qu'on appelait un centre et des périphéries. Et je pense que toutes les périphéries, tous les centres deviendront périphériques. Et que par conséquent, il ne faut pas que les périphéries essaient d'être des centres. Il faut que les périphéries essaient d'être des puissances de l'imaginaire et de la création. On est sorti des combats du 19e ou du début du 20e qui étaient uniquement des combats politiques et économiques. Et on est entré dans une autre sorte de relation qui est la relation de la totalité monde. Et dans cette relation-là, il n'y a pas de centre. C'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Il n'y a plus de centre. Ça, il y a des centres technologiques, parce que bon, on ne peut pas, sans argent, faire de la technologie, ça c'est sûr. Il y a des centres technologiques, il y a des centres militaires, parce qu'on ne peut pas, sans argent, produire des armes. Il y a des centres financiers, mais il n'y a plus la légitimité des centres intellectuels. C'est terminé. On a pris l'habitude de voir apparaître des créations de l'esprit partout dans le monde, et non pas seulement dans les centres. Et ce combat-là va changer la nature des rapports économiques, financiers, technologiques, etc. J'en suis persuadé. Et ça, c'est pas de l'utopie. Il y a deux dangers du projet européen. Le premier, c'est que il risque d'être bâti sur une tradition, qui est une tradition coloniale, c'est-à-dire une tradition de domination du monde. Et bon, il y a la puissance américaine. Alors l'Europe ne peut pas prétendre à dominer le monde comme ça, puisqu'elle ne peut pas dominer les États-Unis. Et en fait, on peut dire que la puissance américaine, c'est presque une propédeutique, une thérapeutique, je veux dire, une propédeutique aussi, parce qu'on apprend, et une thérapeutique, parce qu'on peut se guérir, à la tentation européenne de dominer le monde, n'est-ce pas? Et ça, c'est la chose... Si on ajoute la domination française du 19e siècle et du début du 20e, à la domination anglaise de la même période, à la domination allemande de la même période, et qu'on veut faire l'Europe dessus,
ça devient catastrophique pour tout le monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui sauvera la tentative européenne en tant qu'Europe. C'est les particularités régionales. Je crois qu'elles se rejoignent maintenant par-dessus les barrières des nations, des États-nations. Ces particularités-là, régionales, vont faire entrer dans l'avenir Europe, dans le devenir Europe, des fragmentations et des dispersions, une espèce de tremblement qui vont s'opposer, à mon avis, assez bien à l'impérium que pourrait constituer l'Europe en tant qu'Europe.